Cet intéressant adjectif. Fugace. 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 Michael aussi, il a dit survenu et après coupé à nouveau. Donc en fait, il faut se caler sur le... Non, il y a tout ça. Il faut suivre et puis quand le match apparaît, il faut parler avec le poster. Ça ne marche pas. Ils n'ont pas le son. C'est OK. OK. Eh bien, allons-y. Reprenons. Je vous rappelle que nous sommes très hors délai, que la technologie vient de nous faire défaut et nous a donné une demi-heure de retard supplémentaire. Le professeur Fischer a une contrainte à 17h30. Essayons de tout faire pour... les rapporteurs aussi ont des contraintes et commencent à se dire qu'elles étaient bien courageuses de se lancer au départ dans cette mission, mais toujours vaillantes. Reprenons. Et professeur, je vais vous proposer, docteur Oumlil, de reprendre votre intervention. Donc, juste avant que ça coupe, vous étiez en train de parler de la question de la composition. Je vous remercie. Donc, je disais que les autorités ad hoc, notamment l'Agence européenne du médicament, attendaient des preuves complémentaires avec ce vaccin qui concernait non seulement le bénéfice et le risque, mais également ce qui est inédit pour un pharmacien comme moi, concernant la composition de ces vaccins. Et donc, un calendrier précis attendait des preuves concernant la caractérisation de la substance active et du produit fini, le renforcement de la stratégie de contrôle afin d'assurer une qualité constante du produit, des données de validation supplémentaires en vue de confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication du produit fini, le procédé de synthèse et la stratégie de contrôle de deux excipients qui seraient nouveaux, donc le ALC 0315 et le ALC 0159, en vue de confirmer leur profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité et une reproductibilité entre les lots tout au long du cycle de vie du produit fini. Donc, en posant la question sur ces preuves attendues alors que les dates d'échéance ont été dépassées, on a posé la question à la NSM. On a eu deux réponses différentes. Donc, Madame la directrice a répondu à un avocat qu'elle ne savait pas, qu'elle transmettait la demande à l'Agence européenne du médicament. Par ailleurs, une autre entité de l'ANSM, la cellule accueil usager, a répondu à un médecin qui s'interrogeait sur ces preuves complémentaires. On lui a répondu que tout allait bien, que les preuves étaient transmises. Donc, mais bon, on tiendra compte de la réponse de la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui ne savait pas, qui a transmis à l'Agence européenne du médicament. Ma question est, conformément au règlement de 2004 et notamment l'article 20.4, un État membre peut, de sa propre initiative, suspendre l'utilisation d'un produit de santé sur son territoire pour protéger la santé de la population en cas de besoin. Et donc, comment l'ANSM ne peut pas être informée du suivi de ces preuves complémentaires qui étaient attendues? Et par ailleurs, dans ces documents, vous trouverez que, ce qui confirme que l'essai clinique continue, que l'Agence européenne attend deux rapports pour le vaccin Pfizer, décembre 2023 et juillet 2024. Donc, je rappelle brièvement que l'appréciation du risque se fait au regard du bénéfice escompté, que le vaccin s'adresse à des personnes en bonne santé, définition donnée par l'OMS, et qu'en l'absence d'un bénéfice démontré par des preuves de haute qualité, ce qui a d'ailleurs été exigé pour des molécules anciennes, eh bien, le rapport est nécessairement défavorable, d'autant plus que l'on semble dans un cadre expérimental. Donc, le raisonnement, vous l'avez compris, va se focaliser sur le vaccin parce que c'est le plus prescrit, le premier autorisé et pour lequel nous avons le plus de recul, mais le raisonnement peut être transposé aux autres vaccins. Donc, concernant le vaccin Pfizer, il ressort des documents officiels, notamment de la Haute Autorité de Santé, que la construction de l'essai clinique lui-même ne permettait pas d'apporter la preuve d'une efficacité sur les formes graves ou sur la transmission virale. Il s'agit bien d'un pari biologique, que la population aussi n'a pas été informée de façon claire sur le fait qu'il s'agit bien d'un essai clinique.
La Covid-19 est une maladie qui a tué. Pour autant, elle ne figure toujours pas sur les 2 listes réglementaires des maladies à déclaration obligatoire. Pour figurer sur cette liste, il faut être une maladie dangereuse, contagieuse et disposer d'un test de diagnostic fiable. Donc je vous renvoie aux articles D3113-6 et -7, combinés avec l'article L3113-1 du Code de santé publique. Le LEM, les entreprises du médicament, le 17 juillet 2021, ont publié un document intitulé Covid-19 et vaccins. Selon le LEM, la Covid-19 est plus contagieuse que le SRAS et le MERS, mais qu'elle a un moindre taux de mortalité. Il peut être affirmé donc au mois de décembre 2020 que malgré l'insuffisance ou l'absence de données, des populations ont été injectées. Je citerai en particulier les plus de 75 ans par lesquels on avait commencé, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants. Monsieur le responsable de la task force vaccination, donc la DGS urgent, on a reçu un mail le 11 avril 2021 qui nous incitait, professionnels de santé, à aller jusqu'à 3 doses pour les immunodéprimés. Or, l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans la rubrique mise en garde spéciale indiquait qu'on n'avait pas assez de données. Et pour un pharmacien, cela s'appelle du mésusage et engage la responsabilité pénale du pharmacien notamment et du médecin. La pharmacovigilance ne consiste pas, selon le Code de santé publique, à compter les effets indésirables graves, notamment les décès, mais aussi et surtout à les prévenir. Donc, ça nous conduit à s'interroger en amont de l'apparition des effets indésirables, et notamment sur les conditions de prescription et de dispensation pharmaceutique, d'autant plus que la méthode d'imputabilité utilisée en pharmacovigilance a 2 limites qui sont connues, admises par tout le monde, et qui ne sont pas la faute des responsables de pharmacovigilance. C'est une méthode qui a comme première limite une sous-notification importante. Le réseau français des 31 centres de pharmacovigilance tweetait le mois de novembre 2021 qu'un effet indésirable sur 10 remontait seulement. Et deuxième limite, c'est que la méthode ne permet pas d'affirmer la certitude de lien de causalité. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Et vous reprendrez toutes mes conférences. On fait l'effort de leur expliquer que si la pharmacovigilance ne peut pas affirmer la certitude du lien de causalité, ce n'est pas parce qu'elle veut cacher des choses, mais que c'est lié à la limite de la méthode utilisée. Pour autant, le rapport de l'IGAS de 2011 a formulé de sévères critiques. 2011. L'IGAS de 2011. Et dans le rapport que j'ai remis au rapporteur, il a formulé de sévères critiques à l'égard de la pharmacovigilance française. Et il affirme qu'elle ne veut pas évoluer, qu'elle n'a pas fait évoluer ses méthodes et que ces outils sont en décalage avec les objectifs affichés de la pharmacovigilance. Et nous reviendrons, je prendrai 2 cas sur les décès et sur le cas d'un enfant qui a perdu la vue et qui montre que la méthode d'imputabilité qui a été fixée sur un rapport, le rapport numéro 2 du 28 janvier 2021 et qui a été publié sur le site de l'ANSM, une méthode d'imputabilité a été fixée qui ne semble pas avoir été respectée. Cette méthode dit quoi? Qu'en l'absence, donc on peut écarter la responsabilité du vaccin dès lors, je cite, qu'une autre cause, certaine, permet d'expliquer l'effet indésirable, notamment le décès. Or, nous avons, dans le rapport numéro 18, qui s'est arrêté les données de mémoire au 26 août 2021, nous avons dans le rapport numéro 18 publié sur le site de l'ANSM 907 décès. Et dans ce rapport, on lit que uniquement les personnes nées vivantes et moins de 50 ans ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Première question, pourquoi? Deuxième question, donc, ce qui représente 35 décès sur 907. Et sur les 35 décès qui ont fait l'objet d'une analyse approfondie, il y a 16 qui sont étiquetés dans ce rapport de cause inconnue. Cause inconnue veut dire qu'on n'a pas, ce qui a été défini par la méthode initialement, on n'a pas de cause autre certaine qui permette d'expliquer le décès. Donc, la conclusion aura dû être la suivante. Sans affirmer la certitude du lien de causalité, ils auraient dû publier qu'on ne peut pas écarter le rôle du vaccin. Deuxième exemple, un enfant qui a perdu la vue et dont j'ai été obligé, à la demande de ses conseils juridiques,
J'ai fait 2 expertises juridiques à la demande d'un avocat pénaliste et de notre avocate. Pour l'enfant qui a perdu la vue, j'ai rendu la conclusion sur la méthode définie par l'ANSM, c'est-à-dire on a toute la batterie de tests qui a été faite pour cet enfant, négatif. Négatif. J'ai rendu la conclusion, présomption simple de causalité, qui n'est pas irréfragable, parce qu'aucune autre cause certaine ne permet de l'affirmer. Enfin, ne permet d'expliquer pourquoi cet enfant, au bout de 4 jours, après la première injection, est devenu aveugle. L'hôpital, dans la région parisienne de la PHP, qui avait pris cet enfant en charge, la pharmacovigilance officielle a rendu, dans un courrier, en notre possession, la même conclusion que moi. On ne peut pas exclure le rôle du vaccin. Je n'ai pas vu cette phrase dans un rapport de l'ANSM à la date du 26 août 2021, parce qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai vu comment on écartait comme ça facilement des cas précis, j'ai arrêté de lire les documents publiés sur le site de l'ANSM, alors que j'ai fait que de les diffuser depuis le début, parce que je trouvais que l'ANSM avait fait un travail important. Tous les 15 jours, on avait un rapport, que c'est transparent effectivement, mais qu'à partir de cette date-là, où je voyais, quel que soit l'écart, dès le premier décès, c'était en janvier 2021, et on avait cette phrase chez une personne en EHPAD. On avait cette phrase, aucun effet indésirable immédiat n'est intervenu. Phrase suivante, le décès est intervenu 2 heures après. Alors si 2 heures après, ce n'est pas un effet immédiat, je ne sais pas ce que c'est. Donc en tout cas, je ne comprends pas. Donc, on a assisté aussi à une véritable... des recommandations faites par des autorités officielles. Je citerai l'ANSM et un cas précis, l'ANSM et la Haute Autorité de Santé, qui nous obligeaient, qui nous recommandaient de passer outre l'autorisation de mise sur le marché. Un exemple, dès le mois de janvier 2021, l'autorisation de mise sur le marché du laboratoire Pfizer nous demandait de respecter un délai de 21 jours entre la première et la deuxième injection, et l'ANSM recommande qu'on peut espacer le délai jusqu'à 42 jours. Et il a été suivi quelques jours plus tard par la Haute Autorité de Santé. Et ce fait a même conduit l'Académie de médecine elle-même de rappeler les risques d'un tel allongement de délai entre les 2 injections, et a rappelé ce que le laboratoire lui-même a dit. J'avais l'impression que le laboratoire était plus prudent que le gendarme du médicament. Le laboratoire a dit qu'il ne pouvait pas garantir les résultats affichés avec un tel espacement de délai. Les risques rappelés par l'Académie de médecine, c'est l'apparition d'anticorps facilitants. Le professeur Fischer a parlé des anticorps neutralisants, mais il a oublié de parler des anticorps facilitants. Et le risque de voir apparaître des variants, des résistants. Voilà, une sorte de résistance à la vaccination. L'information est un droit. On n'a pas entendu un mot sur le consentement lors de la première table ronde. Pas un seul mot sur le consentement. Il fallait que le professeur Allah le rappelle. C'était le premier qui a parlé. Le consentement est une liberté fondamentale. Le Code de santé publique dit il y a un lien. Le consentement est le lien qui assure, est un lien. Donc, le Code de santé publique commence par une première partie qui s'appelle Protection générale de la santé. Monsieur le Président, donc, le Code de santé publique commence par une première partie qui s'appelle Protection générale de la santé et par un chapitre préliminaire Droits des personnes. Parmi ces droits, le respect de la dignité de la personne humaine. Ce principe de dignité de la personne humaine repose sur le respect de l'autonomie de la volonté, qui, avec le respect du secret médical, constituent les 2 pièces maîtresses de la relation de confiance qui unit la personne à son médecin lors du colloque singulier que vous connaissez. Donc, lorsqu'on ne diffuse pas une information, je cite Code de santé publique, et les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui sont intégrées au Code de santé publique, claires, loyales et appropriées, on prend le risque de vicier le consentement qui doit être normalement libre et éclairé et surprotégé, puisqu'on est encore dans le cadre d'un essai clinique. Eh bien, quand on ne fait pas ça, on prend le risque de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est juste pour vous montrer à quel niveau on se situe, au niveau de l'information, comme a dit Madame la sénatrice, c'est le nœud du problème. Ce n'est pas le vaccin le problème. Le problème, ce n'est pas le vaccin. Le problème, c'est l'obligation de faire intégrer des gens dans un essai clinique de force par une obligation par la loi, une loi, entre guillemets, qui n'a toujours pas été validée par le Conseil constitutionnel, l'article 12,
pour les professionnels de santé, pour les pompiers et tous les personnels qui sont soumis à cette obligation. Les parlementaires qui ont... Pardon, rappelez-nous juste, je devrais Oui. savoir, mais l'article 12, c'est celui L'article qui... 12, c'est celui qui consacre l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, pour les pompiers et toutes les autres professions. Et l'article 14, celui qui consacre les sanctions. C'est-à-dire le fait de désactiver socialement ces professionnels de façon extrajudiciaire, en mépris de tous les droits de la défense, sans entretien préalable, et qui nous a propulsé, je ne sais pas, un siècle en arrière en termes de droit du travail notamment. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été saisi par les parlementaires lors du contrôle de constitutionnalité a priori, pour les professionnels de santé, la question de la constitutionnalité des articles 12 n'a pas été soulevée. Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de relever cela d'office. Il ne l'a pas fait. Et toutes les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été soulevées dans le cadre des litiges ont été rejetées, bloquées par le Conseil d'État notamment. Et voilà, Alors, juste pour vous dire, voilà. Oui, docteur Omlil, ici, on est plus sur une analyse Voilà. politique, alors respectable, mais plus sur les questions voilà. politiques Donc, et je éthiques reviens sur le que sujet. sur les Je reviens questions sur le sujet. techniques. Je reviens sur le sujet. Le défaut d'information aussi, peut faire encourir à ces... Et le mésusage peut faire encourir à ces produits la qualification juridique de produit défectueux, ce qui serait dommage. Donc, je rappelle que le principe, c'est l'inviolabilité du corps humain et que l'exception, c'est l'intervention médicale. Et je viens maintenant vous lire à quoi on a eu le droit en termes de communication. Je cite ce qui a été publié le 9 juillet 2021 sur le compte Twitter du ministre des Solidarités et de la Santé. Je ne dis pas que c'est lui, je dis sur son compte Twitter. Vaccination Covid-19. Si vous avez des courbatures après le vaccin, pas d'inquiétude, c'est que vous avez trop pédalé. Et on voit une photo de jeunes en train de pédaler avec un pédalo à la surface de l'eau. Je ne sais pas si c'est la mer ou une rivière. Une affiche diffusée sur le site de l'Agence régionale de santé. Oui, le vaccin peut avoir des effets désirables. Voilà. Et je peux vous lister comme ça plein de slogans, d'affiches, de bidouillages publicitaires qui montrent que tout a été fait pour minimiser les effets indésirables et pour embellir le bénéfice, et notamment auprès des jeunes. Alors, pour les centres de pharmacovigilance, je connais... Enfin, je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Je n'ai même pas eu le temps de... Allez-y, mais on a Je sais repris bien. à 35, je pense, Je sais bien, Monsieur le 15 Président. minutes 5. Vous êtes déjà à 20 minutes de temps de parole total, me semble-t-il. Mais il y en a, enfin, je ne sais pas, mais il y en a qui ont parlé... Mais c'est important ce que j'ai à dire. Je vais aller vite. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Oui. On a eu des journaux, des fact-checkers qui nous ont dit qu'on ne pouvait déclarer que les effets indésirables graves inattendus. La loi, le Code de santé publique dit qu'on peut te déclarer. J'ai assisté à des obstacles, c'est-à-dire à la demande de professionnels de santé. On a mis en œuvre, dans la région Pays de Loire, une aide à la déclaration pour les professionnels de santé et pour les citoyens, juste pour jouer l'intermédiaire entre le centre de pharmacovigilance et entre ces citoyens qui étaient perdus. Attaque frontale par voie de presse du directeur de l'hôpital lui-même, de 119 médecins et pharmaciens par voie de presse, qui ont affirmé qu'il n'y a pas de sous-notification en pharmacovigilance. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé du lien de causalité, qui est le nœud du problème. Concernant l'ANSM, on a parlé des liens de causalité. Ils font des analyses observées attendues. Mais en même temps, ils nous disent qu'il y a une sous-notification. Donc, comment on peut parler d'observer sur le numérateur observé lorsque on utilise la méthode observée attendue, le numérateur est forcément sous-estimé. Donc c'est une question. J'ai un cas Cholte, un seul cas, qui a conduit à la modification de l'AMM en introduisant un effet indésirable, pneumopathie interstitielle sous flicaïnine, donc un médicament de cardiologie, avec une consultation de la base de données de pharmacovigilance qui montrait 24 cas de 1983 à 2007. 24 cas, dont un seul décès suspect, avait conduit au rajout de la mention dans la rubrique effet indésirable.
Concernant... Essayez d'aller vraiment, il nous faut nous diriger vers la conclusion, sinon nous n'aurons pas le temps justement de réaliser le contradictoire. alors, Et nous avons une troisième intervenante. Dernière chose peut-être. Sur le bénéfice-risque, je vous invite, Monsieur le Président, à lire ce que Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, en personne, a dit lors d'une conférence de presse le 18 février 2021, que 18 février, aucune preuve sur les formes graves, aucun pays européen n'avait apporté les preuves sur une forme grave alors qu'on avait commencé à vacciner 2 mois auparavant. Et regardez le rapport qu'il a versé au Conseil d'État pour justifier le maintien des personnes doublement vaccinées. Ils n'avaient pas le droit de sortir des EHPAD. Elles étaient confinées au même titre que les personnes non vaccinées. 4 arguments. Quand vous lisez ces 4 arguments du ministre, dans un mémoire en date du 28 mars 2021, versé auprès du Conseil d'État, vous vous demandez à quoi sert ce vaccin. Et je vous passe sur les contradictions, sur le rapport en question. J'ai listé toutes les contradictions des autorités entre elles sur les formes graves et sur la transmission virale. Donc il n'y a aucune affirmation de ma part, ce sont que des extraits des autorités officielles. Merci. Et je vais arrêter là. Merci, et docteur Mlil. Sur monsieur le professeur Fischer, je lui renvoie à la note d'alerte que le COSF avait diffusée et qui a montré des clusters dans les EHPAD. Et il savait pertinemment, il parlait en conditionnel, et il savait pertinemment, je peux vous la lire, hein, l'efficacité donnée n'est pas celle qui était diffusée dans les médias, donc c'est 35% au conditionnel. Et il savait très bien. Mais en même temps, et je vais arrêter là, ce qui est caractéristique dans cette affaire, et vous êtes mathématicien, Monsieur le Président, la logique, vous savez ce que c'est. Mathématicien et pas épidémiologue. Oui, mais la logique, vous connaissez. On ne peut pas relever toutes ces insuffisances et on ne peut pas se prévaloir de ces contradictions, c'est-à-dire relever que le vaccin, il y a des clusters, il y a des insuffisances, etc. Et dans la conclusion, on prend la conclusion inverse. C'est-à-dire qu'on peut continuer de vacciner et on peut surtout, on peut obliger les gens, on ne peut pas obliger les gens à se vacciner. Merci, docteur Mlil, pour cette... Merci, docteur Mlil. Dernière mesure, je pense que l'obligation vaccinale, il faudra l'arrêter au plus vite. Voilà. Merci, docteur Mlil. Monsieur le Président. Merci pour cette présentation avec de nombreux arguments et de nombreuses citations de rapports et autres. Et évidemment, à cette audition, il y a des compléments qui peuvent être des questions écrites, des dossiers écrits autres, et tout a été effectivement transmis aux rapporteurs qui s'occuperont aussi